Ok, on va attaquer les choses sérieuses, on va commencer à écrire du code. Donc je vais reprendre mon application MVC Demo, qui pour le moment contient juste un fichier statique index.html avec un message de bienvenue. Et on va commencer à écrire du code Java. Donc on voit que par défaut, il nous a préparé le pactage de base. Ce qu'on va commencer par faire, c'est préparer la structure de notre application. Ça, c'est une convention personnelle que j'utilise pour mes projets, mais qui marche assez bien. C'est une application multitiers, donc je vais faire un premier découpage où je vais avoir un pactage par tiers. Alors, j'ai ce que j'appelle ici le tiers web, c'est le tiers de présentation. C'est là où je vais m'occuper de recevoir les requêtes HTTP, de savoir ce que je dois en faire, et puis c'est là aussi où je vais renvoyer les réponses. Donc ça, c'est mon premier pactage. Je vais avoir un deuxième pactage que je vais appeler... Ah, j'ai tapé un peu vite. Je vais le renommer, que je vais appeler Services. Donc ça va être le tiers qui va contenir les services métiers, la logique métier. Et puis j'ai un troisième pactage que je vais appeler modèle, qui lui va contenir les objets de mon modèle métier. Donc si je suis en train de construire un magasin en ligne, c'est dans modèle que j'aurai des classes customer, article, order et ce genre de choses. D'accord. Alors pour le moment, on va faire une première manipulation. On va construire des composants dans le tiers web. Je vais utiliser un wizard et le premier composant qu'on va utiliser, c'est un servlet. Donc, servlet, c'est le nom d'une spécification, c'est le nom d'un JSR qui fait partie de toute la liste des JSR de Java EE. C'est une des spécifications les plus anciennes. Tout au début de Java EE, c'était un des quelques composants qu'on avait à disposition. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais donc, les servlets, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps et puis qui sont réutilisées comme base pour pas mal de choses dans Java EE. Alors, je vais appeler mon servlet Hello Servlet. Et puis ici, il va me dire, il faut lui donner un nom. Ça, c'est parce qu'après, dans NetBeans ou dans le serveur d'application, il va apparaître. Alors, je ne vais pas forcément avoir besoin de changer. Et puis, là, j'ai un paramètre important qui est le pattern d'URL. Dans d'autres frameworks, c'est ce qui pourrait s'appeler la route. Ça, c'est un paramètre important parce que qu'est-ce qui va se passer si je reviens sur mon schéma ici, quand j'ai des requêtes qui vont arriver chez Wildfly, chez le serveur d'application, lui, il va commencer à regarder ce qu'il y a dans l'URL. Avec le premier élément, ce qu'on avait vu, ce qui s'appelait le contexte route, il va savoir quelle application est responsable de traiter la requête. Puis après, il va avancer un bout plus loin. Et puis, il va voir quel servlet ou quel composant, quel contrôleur est responsable de traiter la requête. Autrement dit, ce /hello, c'est ce qui va me permettre de dire, ah, eh ben, c'est l'URL, la requête qui arrive, la requête HTTP qui arrive est là /hello au début de l'URL, donc c'est ce servlet, ce hello servlet qui doit faire le travail. Vous voyez ici, vous pose la question, est-ce que vous avez envie de rajouter l'information dans un descripteur de déploiement? On va le faire. Au début de l'utilisation de la plateforme Java EE, et pendant assez longtemps, on écrivait ce fichier XML pour enregistrer ces métadonnées. Donc le fichier web XML, il a la liste de tous les servlets qui sont définis dans l'application, il a la liste de toutes les patterns d'URL,
Et puis, quand on prépare le WAR, ce web.xml, il se retrouve dans le WAR. Ce qui fait qu'au moment du déploiement, quand on prend le WAR et qu'on le met dans Glassfish ou dans Wildfly, le serveur d'application va lire ce fichier et va finalement brancher les tuyaux et se dire, ah ben voilà, moi je reçois les requêtes, je fais juste que les aiguiller, mais c'est grâce à ce fichier que je sais ce que je dois faire. Aujourd'hui, c'est plus obligatoire de le faire. On peut à la place travailler avec des annotations et on va faire après un deuxième servlet qui utilise cette approche. Il y a des avantages de garder le fichier web.xml. C'est aussi un peu une préférence personnelle. Généralement, moi, je travaille aussi avec un fichier WebXML pour des raisons que je ne vais pas détailler ici. Alors, là, il me prépare un template. Enfin, il me prépare une classe sur la base d'un template que je trouve un peu compliqué. Donc, je vais le simplifier, mais on va regarder quelques-unes des méthodes. On voit ici que cette méthode doGet, elle surcharge une méthode et cette méthode, elle est définie dans la classe HTTP Servlet qui fait partie des packages de base. javax.servlet.http. Ça ici, c'est un package qui est défini dans la spécification Servlet. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Ici, je dis j'ai un composant qui est un servlet, qui se comporte comme un servlet. Et si je fais ça, je dois surcharger ou je peux surcharger certaines des méthodes. Alors, si on lit le nom, c'est assez facile de deviner ce que ça fait. doGet, cette méthode est appelée chaque fois qu'une requête HTTP arrive sur le serveur, qu'on décide que ce servlet est responsable de la traiter et que la requête est une requête HTTP GET. Et si on regarde ici, on voit qu'on a un doPost. Donc, si la requête HTTP qui arrive était un post, eh bien, ce serait cette méthode de callback qui serait appelée. Si je descends et puis que je regarde quelles sont les méthodes que je peux surcharger, on voit qu'on a aussi un doPut, doHead, doOptions. Donc, on retrouve ici tous les verbes définis dans le protocole HTTP. Ce qu'on voit, c'est que ça, c'est vraiment un choix de NetBeans. Cette méthode ici, processRequest, c'est pas quelque chose qui est défini dans la norme, mais eux, ils ont implémenté ça en disant, que ce soit un get ou que ce soit un post, je vais appeler cette méthode ici. Alors, pour garder le code concis, je vais supprimer cet override. Et puis le code qui est ici, je vais le couper, je vais supprimer cette méthode et puis je vais le mettre directement dans le doGet. Comme ça, on a ici vraiment le servlet minimal. Chaque fois qu'une requête HTTP GET arrive, je vais exécuter ce code. Et donc, si on regarde la signature, on voit que dans la méthode en entrée, j'ai un objet request et j'ai un objet response. L'objet request, c'est ce qui va me permettre de récupérer ce qui a été envoyé par l'utilisateur. Donc typiquement, là, je vais pouvoir récupérer les paramètres de query string. Je vais pouvoir récupérer toute l'URL qui se trouve dans la requête HTTP. La réponse, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir retourner quelque chose à l'utilisateur. Donc vous voyez ici dans le code, ce qu'on fait, c'est qu'on obtient un writer depuis la réponse, et puis après on fait des printlines dessus. Alors ce code ici, c'est pas du code propre,
Et vous vous souvenez, dans le premier webcast de la série, on avait parlé de 3 patterns. Il y avait le single page app, quand on fait du JavaScript du côté client et puis qu'on utilise des API REST. À l'autre extrémité, il y avait le MVC2 qu'on veut implémenter avec un découpage propre entre le contrôleur, le modèle et la vue. Et puis ici, ça c'est une implémentation de ce pattern intermédiaire, puisque ce composant-là, ben, il va jouer le rôle de contrôleur, c'est le point d'entrée, il reçoit la requête, mais on voit qu'il s'occupe aussi de la vue. Donc c'est intéressant de faire le premier test, mais c'est clairement du code qu'on va vouloir changer après. On va faire un premier test, on va exécuter ça. Donc le WAR est construit. NetBeans s'occupe de le déployer dans Wildfly. Et puis, il lance l'application. Alors, on revoit la même chose qu'on avait avant. Ça, ici, c'est le contenu de ma page HTML. Si je viens ici et puis que je mets la chaîne de caractères Hello, on voit qu'on arrive sur le code qui est rendu ici. Si je fais AMT et que je fais un reload, on voit bien que c'est ce code qui est changé. Donc on voit ici dans l'URL, vous voyez qu'il y a 2 niveaux de routage. Le premier niveau, c'est le contexte route. Donc ça, c'est ce que Wildfly utilise pour choisir laquelle des applications doit traiter la requête, puisque je peux avoir déployé plusieurs WAR dans Wildfly. Et puis le deuxième niveau, c'est une fois que je suis dans l'application, ça va me permettre de dire quelle servlet doit traiter la requête. Je vais revenir, on va refaire un deuxième servlet que je vais appeler by servlet. Et puis cette fois, je vais décocher la case, c'est-à-dire que je ne vais pas rajouter l'information dans le fichier web XML. Et on va comparer le code, et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a cette annotation. Vous voyez. Donc, on voit qu'on a bien le nom du servlet, on a le pattern d'URL, et puis si je compare avec ce que j'ai dans le fichier web XML, on voit que les informations du premier servlet, elles n'étaient pas dans une annotation, mais elles étaient dans ce fichier. Là, vous avez la source. Vous pouvez aussi utiliser la vue graphique de ce fichier WebXML. On va de nouveau l'exécuter. Si je vais sur Hello, j'ai le premier message et puis by. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Si je reviens dans by. Ah, on va changer ici l'URL. Vous voyez, il faut faire attention quand on fait la configuration. On va relancer. By. Normalement, ça devrait fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va essayer de faire un clean and build. On va exécuter. Et puis là, ça marche. Donc vous voyez, des fois, quand on fait ces mises à jour, et ça peut être dû au plugin dans NetBeans ou au serveur d'application. De temps en temps, pour être sûr, il faut faire un clean and build. Et c'est surtout le cas quand on travaille avec le fichier
WebXML ou quand on définit le mapping, il faut que le serveur d'application ait son contexte qui soit mis à jour. Donc ça vaut la peine ici de faire des clean and build. Ok, très bien. Donc là, on va arrêter ce webcast ici. Et puis après, on va continuer et on va se diriger petit à petit vers l'implémentation MVC complète.